Ravi de vous retrouver sur LCP. Comme chaque semaine, c'est Grand Écran, un film suivi d'un débat, toujours bien sûr en partenariat avec le Journal du Dimanche. Et aujourd'hui, un film qui a beaucoup dérangé lorsqu'il est sorti en salle, un documentaire, Les Nouveaux Chiens de Garde. Vous avez vu, il y a déjà beaucoup d'animations sur ce plateau. Documentaire inspiré du livre de Serge Halimi, un documentaire qui dénonce un système médiatique français soumis aux puissants, reposant sur la connivence entre journalistes, patrons et responsables politiques. Un documentaire qui dénonce ces experts, toujours les mêmes, qui nous imposeraient leur vision du monde en squattant les plateaux de radio et de télévision. Vous l'aurez compris en entendant déjà murmurer François-Olivier Gisbert. Mes trois invités qui réagiront à ce film sont très inspirés par le sujet. François-Olivier Gisbert et Elie Cohen, bien sûr économiste. Vous êtes tous les deux mentionnés dans le film. Et puis Dominique Volton avec nous également, grand spécialiste des médias, sociologue s'il en est. Alors on va commencer par regarder ce film. Et puis on l'aura compris, juste après on en débattra. Tout de suite, Les Nouveaux Chiens de Garde. À tout à l'heure. Voilà, j'ai peur. Voilà, c'était Les Nouveaux Chiens de Garde, inspiré bien sûr du livre de Serge Halimi. Alors pourquoi l'image des journalistes en France est-elle si mauvaise? Comme le montre par exemple le dernier baromètre de confiance du Cevipof. Parmi les institutions françaises, les médias et les politiques sont tout au bout. Avec les prostituées, peut-être, on va en parler. Voilà qui semble peut-être donner raison au documentaire que vous venez de suivre. Alors est-ce qu'on voit toujours les mêmes à la télévision? Est-ce qu'ils nous imposent leur vision du monde? On va en parler avec mes trois invités. Deux d'entre eux sont largement cités dans le film. L'économiste Elie Cohen, que je salue. Bonsoir. Vous en prenez pour votre grade, effectivement, avec ce documentaire. François-Olivier Gisbert, qu'on voit apparaître également, défendant le capital qui dirigerait la presse française. Et puis Dominique Volton, spécialiste des médias, chercheur au CNRS. Comment vous l'avez vu ou revu ce film, Elie Cohen, dans lequel vous apparaissez largement? J'ai trouvé que c'était un exercice parfaitement conventionnel qui consiste à dire, dans un premier temps, il y a une poignée d'individus qui dirigent l'opinion publique et qui la façonnent, et les voici, on les nomme strictement. Et puis après, cette minorité, en fait, n'a pas du tout les qualités qu'on lui prête. Ce ne sont ni des vrais experts, ni des vrais journalistes, ni des vrais économistes. Ce sont de pures créatures du capital qui annonnent l'évangile qu'on leur a enseigné. Et puis, bien entendu, ces prétendus experts sont en fait stipendiés. Et donc, on les dénonce publiquement en montrant même combien ils touchent. Je trouve que c'est vraiment le plus mauvais genre qu'on peut imaginer. Alors, dans le détail, c'est presque comique, parce qu'on a un économiste, apparemment, qui tense ses collègues, qu'il appelle des demi-économistes, des quarts d'économistes. On a envie de lui demander, mais à partir de quelle position il parle ? Quelle est sa position académique éminente, à quel titre? Et il condamne, par exemple, Daniel Cohen, pour ne citer que celui-ci. Quelle est la légitimité qu'il s'auto-octroie pour juger de sa chair, de la qualité des travaux des uns et des autres? Enfin voilà, donc je crois que... Alors, François-Olivier Gisbert, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est sain ou malsain, le débat lancé par ce film? Est-ce qu'il y aura une consanguinité entre les médias et les puissances spécifiquement hexagonales? Il pose des vraies questions, c'est évident. Il y a la consanguinité, il y a ce mariage parfois entre politique et journaliste qui me choque personnellement. Il y a une certaine, comment dire... Oui, quand vous allez dans les conférences de presse... Non, parce qu'il doit savoir ce que je vais dire derrière. Non, parce qu'il doit savoir... Non, mais je trouve, moi, ce débat... De toute façon, au départ, le débat est sain. Bon, et c'est vrai qu'il y a des tas de problèmes qui se posent dans la presse. Moi, je suis souvent assez mauvais camarade. J'hésite pas à poser ces problèmes. Le seul problème de ce film, c'est que d'abord, il se la pète. C'est-à-dire Paul Nizan. Non, mais si on voit le niveau intellectuel de Paul Nizan et qu'on compare avec celui du film, qui est quand même largement bêtasson, c'est un truc, vous savez ce qu'on appelle le journalisme de liste. Alors on dit, voilà, ça, ils sont méchants, ceux-là, ils sont méchants. Il y a Henri Cosson qui était un spécialiste de ça. Il prenait les juifs, il disait, celui-là, il est juif, celui-là, il est juif, celui-là, il est juif. Et puis McCarthy aux États-Unis aussi prenait les communistes. Donc là, il y aurait des affreux. D'ailleurs, moi, je revendique, je suis libéral et européen, comme tous les salopards qui sont... stipendié dans ce film. Moi, je suis... Et vous êtes consanguin aussi? Non, je suis consanguin. C'est-à-dire, je crois que la connivence est nécessaire pour souvent, comment dire... Vous en êtes déjà quand on cherche des informations, c'est mon débat. Mais comment dire, en plus, bon, ils n'ont pas trouvé grand-chose à part une phrase un peu tronquée, parce que ma position, j'ai toujours dit, oui, le journal, il appartient à des gens. Capital. Non, je ne défends pas du tout. Simplement, si on n'est pas d'accord, on s'en va ou on est viré. Mais c'est comme ça, et c'est comme ça tout le temps. Et pourquoi? Faut accepter le jeu. Et puis sinon, on va travailler dans des journaux dirigés par des journalistes. Et le problème, c'est
qu'il y en a de moins en moins, il n'y en a plus d'ailleurs. Ouais, même. il est dit dans le Parce film, en que gros, si cela, TF1 appartient Et puis à Bouygues, sinon- il est normal que mais non, mais Bouygues sinon, intervienne dans les conférences de mais- rédaction. Vous enfin, êtes vraiment écoutez, d'accord avec ça? Rien n'empêche, d'abord, évidemment, si quand on dirige bien, on passe un pacte avec l'actionnaire et le propriétaire pour qu'ils n'interviennent pas, surtout pas à tout bout de champ, comme le font certains, ça c'est clair. Mais si on n'est pas content du système, rien ne nous empêche de créer des journaux. Certains l'ont fait, d'ailleurs, parfois ça a marché, parfois pas. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation de la presse est un peu... Enfin, si vous voulez, on s'attaque à des trucs... Enfin, moi, je sais pas... Moi, ce qui me frappe là-dedans, si vous voulez, c'est d'abord la prétention. Et puis j'ai envie de dire un peu la bêtise, quoi. Parce que c'est bête, si vous voulez, d'un bout à l'autre, il n'y a pas de finesse. Alors, évidemment, quand on voit certains couples, Ockrent, par exemple, Kouchner, on va lister on pourra en après, parler la pendant liste des des heures, griefs. évidemment. On est d'accord pour critiquer Alors, Dominique Bolton, les légions d'honneur. est-ce que c'est bête, Dominique Bolton, est-ce que c'est bête de poser, pour reprendre le terme de France, est-ce que c'est bête de poser le débat en ces termes? Non, c'est bien, le débat, c'est bien. Alors, on laisse parler les autres. J'ai déjà trop parlé. Allez, s'il vous plaît, Dominique Bolton. Merci Bernard. Si vous voulez, la principale faiblesse du film, en dehors de la dénonciation et de la liaison, ça suppose que les récepteurs sont idiots. En supposant même que toutes les hypothèses soient vraies, qu'il y ait des capitaines d'industrie qui contrôlent les médias, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il ne faut pas exagérer, on n'est plus en 1930 ni en 1960, il y a quand même beaucoup plus d'autonomie entre les propriétaires des médias et les rédactions. C'est même un des grands progrès en 50 ans que la plupart du temps dans le monde, les rédactions se sont autonomisées par rapport soit à l'État, quand c'est les médias d'État, soit aux propriétaires, quand c'est... Bon. Mais par contre, là où il y a quelque chose qui intellectuellement est complètement faux, c'est que, c'est même la seule... Si vous voulez, il y a 4-5 leçons qu'on a en 60 ans de médias. C'est que les récepteurs ne sont jamais des abrutis qu'on manipule. Vous et moi, nous recevons des tas de messages, on en reçoit de plus en plus, et on résiste de plus en plus. Donc on va vous dire que M. Dupont est le meilleur, vous allez voter pour M. Dupont, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que de temps en temps... Des leaders d'opinion ou des soi-disant experts ou des vrais experts ou des journalistes ne peuvent pas éventuellement influencer. Ça ne veut pas dire, parce que ce sont les médias influencent. Mais ça influence, puis il y a des contre-influences. Et l'idée générale, c'est qu'il y a une espèce de prévention dans tous les pays. Nous, on a un très mauvais score de confiance à l'égard des journalistes. Mais quand vous faites cette étude au niveau européen, mondial, c'est presque partout pareil. On trouve toujours les mêmes résultats. Et la question de la nomenclatura médiatique est presque partout la même. Mais le biais théorique l'idée la plus fausse, si vous voulez, c'est il suffit de dire quelque chose à quelqu'un pour qu'il le croie. Voilà. Et c'est faux. Et c'est faux. Parce que c'est important. Attendez, parce que c'est le stéréotype sur la communication. Et le stéréotype sur la communication, il y a un aspect. En radio, en télévision, on dit n'importe quoi aux gens, ils sont abrutis, aliénés. Mais vous mettez les mêmes gens sur un ordinateur, ils sont soi-disant intelligents. Donc dans les deux versions, c'est la même. Alors justement, erreur. Prenons un cas concret. Ce cas concret s'appelle Elie Cohen. C'est vrai que vous êtes un vrai grand économiste, reconnu, que vous publiez beaucoup. C'est vrai qu'on vous voit beaucoup sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous reprochent d'imposer votre vision de l'économie et de la marche du monde? Écoutez, c'est très simple. Si j'imposais ma vue, vraiment, je serais très très mauvais. Parce que quand j'en juge par le jugement des Français, les Français sont majoritairement anti-mondialisation, ils sont majoritairement anti-économie de marché, ils sont majoritairement anti-libéralisme. Donc, si vous voulez, et ils deviennent de plus en plus eurosceptiques. Donc, si vraiment j'avais l'influence qu'on me prête, j'ai totalement échoué. Moi et mes congénères, qui dominons les médias. Et alors, à l'inverse, est-ce que vous avez le sentiment qu'on invite aussi ceux qui défendent des positions économiques qui sont contraires aux vôtres? Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns? Moi, je suis très frappé de voir qu'aujourd'hui, systématiquement, ce qui est recherché, c'est le point de vue dissonant. C'est le point de vue hostile à l'euro, c'est le point de vue hostile à la mondialisation, au libéralisme. Moi, ce qui me frappe, à l'inverse de ce qui est dit ici, c'est que l'opinion dominante n'est précisément pas l'opinion qui est véhiculée. On pourrait se faire l'avocat du diable et vous répondre que c'est par rejet, justement, de ce discours majoritaire, en tout cas imposé par les médias. Nous fonctionnons très bien parce que nous suscitons dans l'opinion publique l'adoption de positions rigoureusement inverses à celles que nous défendons sur les plateaux. Franz-Olivier Gisbert qui bouillonnait de réagir. Non, parce que en je écoutant parler de Dominique prolonger ce que Bolton. disait Bolton tout à l'heure, parce que ce qui est vrai, l'idée que la presse est une influence absolument considérable et que nous ne serions que des marionnettes, manipulées par le grand capital. C'est tellement con. C'est tellement con parce que quand vous regardez l'histoire récente, mais c'est vrai aux États-Unis aussi, le candidat de la presse en général n'est jamais élu président de la République. Il y a eu quelques contre-exemples, c'est vrai, mais regardez Chirac. Il a toujours eu la presse contre lui, il a été élu 2 fois. Ça devait être Jospin la fois d'après, Balladur, etc. C'est-à-dire que le candidat de la presse, en général, il a souvent aboli. Aux États-Unis, Ronald Reagan, je me souviens, qui a été élu, ça a été un raz-de-marée. En 1980, il avait tous les médias. La thèse sur laquelle les médias sont effectivement devenus en total décalage. C'est pas avec ça, mais ce n'est pas un problème de décalage. C'est que l'opinion, elle est libre. Les gens discutent. On est en démocratie. Et comme l'a dit très bien Elie Cohen, on a beau défendre
défendre nos opinions. Moi aussi, je suis pour l'économie de marché. Mais je vois bien que c'est une idée qui est de moins en moins forte dans notre pays. Dominique Volton. Il n'y a pas une opinion publique, il y a des opinions publiques. Et sur des questions comme ça, les rapports entre information, culture, connaissance, c'est monstrueusement compliqué de savoir ce que pensent les gens et ça évolue très lentement. Bon. C'est quand même, on ne sait pas. On n'a que les sondages comme outil et ils sont utiles mais inutiles sur des questions aussi compliquées que ça. En tout cas, le fait massif, c'est vrai, c'est qu'il ne se fait pas dire quelque chose à quelqu'un, même quand c'est relié par les médias de masse. Et je reviens là-dessus, si vous voulez. La tragédie qu'on a subie depuis 60 ans, c'est qu'on a cru que les médias de masse étaient un facteur d'aliénation et que dès qu'on arrivait sur des médias segmentés ou communautaires, dont Internet est un exemple, c'était la liberté. Ces deux idées sont fausses. Mais pour revenir sur le fond de l'affaire, la presse en général, elle prend position. Et en France comme ailleurs pour des candidats en présidentielle. Elle les soutient aussi. Elle soutient. Alors, ça commence avant, la presse fait son choix avant, elle soutient jusqu'à l'élection, ça dure 1 ou 2 ans, et puis pour des raisons trop longues à expliquer, elle bascule, elle devient hostile à l'égard de... Et c'est ce qui désarçonne totalement les politiques, parce qu'ils disent en gros, j'ai tel support pour moi, et ils s'aperçoivent au bout d'un moment que ça tourne. Donc par conséquent, cette relation est beaucoup plus complexe. Par contre, ce qui est vrai, qui est le problème de fond, moi je croyais qu'on avait parlé de ça, c'est pourquoi diable effectivement, alors je veux dire deux idées de fond, qui dépasse largement ce film, c'est que personne n'aurait pensé à 30 à 40 ans que plus il y aurait de tuyaux, ce qui est le cas aujourd'hui, moins il y aurait d'élargissement du champ de l'information. Tout le monde pensait de bonne foi que plus il y aurait de tuyaux, plus on élargirait les sujets traités, la manière d'être traités. Et là, ce n'est pas le cas. Il y a un élargissement du nombre de tuyaux et il n'y a pas d'élargissement du champ de l'information, de la connaissance. Alors pourquoi ? Parce que la concurrence est impitoyable entre radio, télévision, chaîne d'information et maintenant Internet. Et donc, par conséquent, ça se focalise. Et la deuxième chose auquel on n'avait pas pensé et qui explique en bonne partie cette espèce de condensation, de construction d'une nomenclature médiatique, c'est que le direct, qui est un idéal de l'information depuis 100 ans, 150 ans, on l'a. Moi, j'étais à CNN, jeune chercheur, en 1980 à Atlanta. J'ai vu l'émergence physique. Et j'ai dit, ça va changer la face du monde. Ouais. Bon, je finis juste le raisonnement. Vas-y. Ce qui est compliqué en télévision maintenant, c'est que si on parle plus de 43 secondes et demie, on est dans un tunnel. Alors évidemment, on parle 30 minutes. Non, mais attendez, laissez finir un raisonnement et j'essaie de le faire court, rapide et compagnie. Donc je finis. Le direct était un idéal pour tout le monde, les médias notamment. On a eu la première guerre du Golfe en direct, c'est important, en 1991. On est une quinzaine d'années après. Ce direct, qui maintenant est mondialisé, est en fait un facteur de tragédie, parce que les explications sont trop rapides, parce que le direct fait trop d'erreurs, et par conséquent, ça renforce également l'existence de cette espèce de collège plus ou moins visible de journalistes et d'experts qui vont être dans cette logique de l'événement. Et donc je dis ces deux phénomènes qui n'ont rien à voir avec la sociopolitique, c'est quand même la multiplication des canaux, on n'aurait pas pensé que ça avait un effet si négatif, et deux, que le direct avait des effets si discutables. Ouais. Voilà. Alors justement, réagissons à ce que vient de dire Dominique Volton, c'est quand même effectivement un fait relativement avéré qu'aujourd'hui, on va parler de la télévision d'abord, notamment sur les plateaux des chaînes d'infos. C'est vrai qu'on voit toujours un peu les mêmes, mais parce qu'il y a aussi la recherche du bon client. On va prendre Eli Cohen parce qu'on sait qu'il parle de façon très claire, très pédago d'économie. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet, François. Il y a une sorte de méconnaissance là-dessus, effectivement, de notre travail, où, comme vous le dites très bien, on prend le bon client, et le bon client, même s'il ne pense pas comme vous, enfin, le type qui va... Alors après, évidemment, un plateau, ça se fait avec différentes personnes, mais le type qu'on va prendre, il pense pas forcément comme vous. C'est parce qu'il a du charisme, c'est parce qu'il a, il sait parler, etc. Mais moi, je crois que le problème de ce film, même s'il pose des bonnes questions, je pense qu'on devrait en parler aussi, parce qu'il pose des vraies questions, mais il est con et vieux. Et pourquoi ? Bon, con, on voit très bien pourquoi. Et vieux, parce qu'il parle de la presse d'avant, c'est-à-dire on n'en est plus là, l'information ne passe plus par là. Oui, certes, il ne parle pas de Mediapart. Dominique Volton partait de la multiplication des canaux, enfin il y a quand même une réalité numérique complètement dingue, il y a des trucs qui existent qui sont extrêmement puissants. Par exemple, du côté d'Alain Soral, on n'aime pas en parler, évidemment, parce que ça nous gêne tous, mais c'est énorme. Et voilà, ça n'est pas prêt. C'est intéressant, par exemple. Se voit pas. Alors, prenons l'exemple de l'un de nos confrères éminents, Frédéric Tadei, qui lui, effectivement, s'est targué pendant longtemps de recevoir sur le plateau Tout Soir ou Jamais, justement, pas des experts, mais enfin des personnalités qu'on n'entendait pas ailleurs, parce que n'ayant pas un point de vue conforme à ce que ce film appelle l'espèce de norme. Ce qui est typique chez Tadei ou chez Calvi, parce qu'il a fait la même chose, et je ne sais pas expliquer pourquoi. Au début, il démarre avec cette logique. Et au bout d'un moment, cette logique, l'autre logique impitoyable, la vôtre, c'est-à-dire le bon client, fait qu'in fine, le groupe se resserre. Si vous voulez, aujourd'hui, on devrait avoir 10 fois plus d'entrepreneurs, de curés, de scientifiques, de militaires dans les médias qui expliqueraient des points de vue complètement hétérogènes. Parce que le problème politique est derrière, je m'excuse pour une seconde. Si, c'est une théorie classique, si une société ne se retrouve pas dans ces médias, tous ceux qui en sont exclus se retirent
et ça fait une barrière du silence qui fait en général des conflits plus tard. Donc comme on a énormément de canaux aujourd'hui, on pourrait supposer que toutes les composantes culturelles, politiques, religieuses se retrouvent, et pas du tout. mais C'est toujours non, les mêmes. mais- Alors, Je finis juste le raisonnement. Non, Je mais finis- attends. je peux finir le raisonnement, merci. mais si Je je comprends- merci. Allez, Dominique Je Volton, peux puis finir le- Nicole, mais puis Je Franck. finis, après on peut dire Oui. autre chose. Mais là, on Je n'est dis pas- simplement. on n'est pas en Allez, cours, allez, là. Non, on perd du c'est temps. un problème. Qu'on Ça vous échange. dépasse comme ça me Faut qu'on dépasse. échange. Mais c'est quand même extraordinaire, comme à chaque fois qu'une idée est avancée, elle ne peut Non, pas non, être terminée. allez au bout de Je votre finis. idée, Dominique Volton. La question qui est devant nous, c'est, puisque nos sociétés ne se retrouvent pas dans l'hétérogénéité des médias individuels, radio, télévision, presse écrite, Internet, ça va faire des effets que je ne suis pas capable de mesurer, Ouais. mais qui ont des chances d'être explosifs. Mais Ouais, alors, qu'on juste mesure un peut-être point. déjà dans les urnes. Les d'ailleurs. sensibilités Élie Cohen différentes, voulait réagir, non, puis mais Franck juste un Weber. mot. Non, il est en Les déficit de sensibilités temps de parole, différentes, Élie Cohen. Émilie, Ouais. on les retrouve sur Internet. Moi, c'est ça que je Non. veux dire. Et là, c'est pas le grand capital qui est Mais derrière. non, c'est autre C'est-à-dire, non, il y a une possibilité aujourd'hui, une petite D'expression. équipe avec rien peut s'exprimer, peut se développer, peut avoir un impact considérable. une expression Ça, c'est n'est pas dans une le Élie film. Cohen, Oui, mais Élie une Cohen, expression, s'il oui, vous mais plaît, messieurs. elle peut Élie développer Cohen, l'information. s'il vous plaît, Je Élie voudrais Cohen. juste développer un point sur la fabrication du bon client. Si vous regardez en économie, vous avez 3 types de discours. Vous avez ce qu'on appelle l'économie de... L'expert, tu veux dire ça? Comment? L'expert bon client, tu veux dire? Oui, L'économiste bon client sur un plateau de télévision. voilà. C'est celui qui est clair. hein. Bah, Voilà. Élie Cohen va nous expliquer. Comment se fabrique cet expert bon client? En économie, il y a 3 types de discours. Ouais. Il y a là ce qu'on appelle l'économie de haut de gare, c'est-à-dire ces bouquins écrits rapidement, avec des idées simplistes, qui peuvent faire des best-sellers. Ça, c'est qui, par exemple? Ça ne nous intéresse pas beaucoup, disons Mais qu'on si, peut quand les même. oublier rapidement. À l'autre Ce extrémité, sera dans son film. à l'autre extrémité, vous avez l'économie écrite en lettres grecques, c'est-à-dire l'économie académique, mathématique, très sophistiquée. Et vous avez d'excellents économistes de ce type qui sont peut-être des candidats Nobel, mais qu'en général on voit peu dans les écrans, tout simplement parce que leur discours n'est pas audible, ne passe pas, n'est pas accessible. Puis entre les deux, vous avez ce que j'appelle la vulgarisation de qualité scientifique, c'est-à-dire des gens qui sont suffisamment au fait des développements de leur discipline pour essayer de la restituer en Et ça, expliquant. vous considérez que c'est ce que vous faites? Par Et exemple, chez cette Yves Calvi, alors, vous cette allez vulgarisation régulièrement. scientifique, bien entendu, Ouais. elle est recherchée par les journalistes et, comme vous dites, ça peut fabriquer des bons clients. Mais le problème, c'est qu'en même temps, et ça a beaucoup été dit, c'est qu'à côté de cette expression d'expert, le fait marquant des dernières années, c'est qu'il y a une profusion de discours, notamment à travers les blogs sur Internet, et là je ne suis pas d'accord avec toi, qui marque une différenciation de points de vue, une diversité de points de vue et une diversité d'angles d'attaque qui est absolument étonnante. Aujourd'hui, Oui. si vous voulez vous informer sur les développements les plus pointus, les plus sophistiqués en économie, vous aurez beaucoup de mal à trouver ça dans les médias généralistes et même spécialisés. Par contre, si vous êtes abonné à quelques blogs, vous Ouais. pouvez avoir des développements Ouais. à la Ouais. fois divers et d'une profondeur. Mais attendez, je voudrais vous êtes en train de faire compléter. donc le constat que cette diversité de la pensée économique, elle n'existe pas beaucoup, en tout cas sur les plateaux de télévision. C'est vrai, par exemple, je pense à ceux qu'on appelle aujourd'hui les penseurs de la décroissance, par exemple. Bon, c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup, Ouais, enfin, ni à attendez, la radio. c'est pas Mais tout à fait. Non, c'est je suis une désolé, c'est existence pas tout à économique. fait c'est une- exact, parce que c'est vrai que le bon client qu'on recherche, c'est celui qui est le plus clair. C'est-à-dire qui explique bien sa pensée, Oui. ou qui a du charisme. Regardez, Pierre Rabhi, il est interviewé en permanence, et d'ailleurs c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel et d'extraordinaire. Moi je m'arrête, je regarde dès que je le vois. On voit pas énormément Pierre Rabhi sur les plateaux Bah de non, télévision, parce qu'il refuse beaucoup. C'est-à-dire, moi, je sais que c'est la dernière saison, je l'ai invité toutes les semaines. J'essayais de trouver une date, mais ça tombait le tournage, le moment du marché, où il allait au marché. Donc, c'est très important pour lui. Mais c'est pas exact. Je pense pas qu'on ferme. Moi, je veux revenir à ce film, parce que ce qui est intéressant, quand je dis, je vais mettre d'autres adjectifs aussi, mais il est con et vieux, c'est que vraiment, il est totalement déconnecté par rapport à la Il est réalité décalé, d'aujourd'hui c'est des médias. On fait comme si on était dans les années 60 ou 50, avec des grands journaux qui décident du haut de leur magistère. Ces grands journaux, ils ont tous d'énormes problèmes. Ils sont en difficulté. Et le vrai, alors, et pour revenir et terminer là-dessus, c'est je trouve qu'il reste quand même quelque chose de juste dans le film, mais qui est mal développé et on peut développer aussi. C'est, disons, la relation parfois trouble entre le journalisme et le pouvoir, parce que le journalisme, il a besoin du pouvoir pour avoir des informations, même Ouais. si c'est un de ses... Bon, Ça, c'est un vrai gros chapitre du film. C'est effectivement ce qu'on a commencé à dire Mais oui, tout à l'heure sur et la qu'en même temps, consanguinité. c'est vrai que ces Est-ce remises de non, mais est-ce que décoration- c'est bien, est-ce que c'est ça, effectivement, de montrer ces images à la journée du livre politique où l'on voit l'une de C'est nos très con, concerts mais c'est éminentes très con, embrasser? c'est très con. Est-ce que de C'est très rappeler con. tous ces ministres qui ont été C'est- accusés des journalistes, etc. Bon, c'est ça C'est ou malsain de lancer ce Attends, débat, attends, Dominique attends, Volton? voilà. Si on reprend sur cette question de la consanguinité, il ne peut pas y avoir de rapport politique sans des journalistes. Sûrement, l'erreur qui s'est faite depuis une quarantaine d'années, c'est que puisque la puissance des médias comme contre-pouvoir est plus forte, il faut que le public ait confiance dans les médias et les journalistes surtout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de temps en temps, la consanguinité est tellement forte
que du coup la liberté critique accordée aux journalistes n'existe plus. Parce que le problème des journalistes, autrefois, ils parlaient au nom de l'opinion publique. Aujourd'hui, ils ne parlent plus au nom de l'opinion publique, parce que l'opinion publique... Il y en a qui font ça. Laisse-moi finir, j'en ai pour 15 secondes encore. L'opinion publique, elle est mesurée et soi-disant représentée par les médias. Donc les journalistes parlent au nom d'eux-mêmes. Pourquoi pas? Et moi, je pense que le contre-pouvoir des journalistes en tant que tel, il est fondamental. Mais la légitimité, le fond de la légitimité des journalistes, c'est qu'on ait confiance en eux. Si jamais, pour des raisons bonnes ou mauvaises, de paranoïa parfois, des publics, ils s'imaginent qu'ils sont tous en train de coucher ensemble en permanence, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'un des problèmes pour l'avenir, il y en a deux. Un, il faut quand même que la presse récupère plus d'autonomie vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques d'une part, et que d'autre part, le contre-pouvoir que représente Internet, qui est très juste du point de vue liberté d'expression, information spécialisée, que les journalistes, quel que soit le support sur lequel ils soient assis, soient bien capables de montrer que la nature de leur travail, c'est pas seulement qu'on puisse accéder à des informations à droite et à gauche, c'est qu'ils apportent une plus-value qui font de la qualité et la légitimité de leur métier. Donc ils ont deux choses à faire, récupérer plus d'autonomie vis-à-vis de tous les pouvoirs, et d'autre part, bien distinguer ce qui est la qualité de leur métier, qui est indispensable pour la démocratie, par rapport à tout ce que les uns et les autres, on peut faire nous, ou n'importe qui peut faire via l'ensemble des blogs, etc. Peut-être ce qu'on appelait avant prescripteur d'opinion. Oui, bien sûr. Non, par contre, il y a un débat, par contre, qui est soulevé dans le film, qui est un débat légitime, intéressant et qui mérite d'être creusé, c'est l'économie spécifique des médias en France qui fait que les groupes de presse, les groupes de médias sont contrôlés par des groupes de défense, par des groupes qui vivent des marchés publics, etc. Là, il y a une spécificité française qui est particulièrement préjudiciable et qui a été l'objet de tentatives de traitement par différents pouvoirs politiques et qui ont en général abouti à un échec. Je pense notamment à une ministre de la Culture et de la Communication qui avait essayé de mettre en chantier une loi qui interdirait le cumul d'activités de presse et l'octroi de marchés publics, et qui a échoué lamentablement. Le fait qu'en France, on ne puisse pas avoir de groupe autonome de médias est quelque chose qui est assez étonnant, alors qu'on observe dans d'autres pays que l'activité de médias, que ce soit la télévision ou autre, peut justifier une activité économique en propre. Alors là, je suis obligée de donner la parole à François Gisbert, puisque c'est précisément sur ce sujet-là qu'il est interviewé dans le film et que vous aviez l'air d'assumer parfaitement, effectivement, sans doute par provocation, je n'en doute pas, vous connaissant, que voilà, c'est normal que le capital, d'une certaine manière... Il n'y a pas de provocation dans l'idée que le propriétaire, c'est le patron. D'abord, je pense, j'ai toujours dit, il faut choisir son patron. Il faut choisir quelqu'un avec lequel on sait qu'on pourra travailler. Ça ne se fait pas dans ce sens-là. Et en général, mais si ça ne se fait pas dans ce sens-là, moi je ne comprends pas ces gens qui se plaignent du système dans des journaux qui appartiennent à ce qu'on appelle le grand capital. C'est stupide. Il en va de leur survie quand même, généralement. Non, mais il y a d'autres journaux pour ça. Il y a d'autres journaux, il y a longtemps eu d'ailleurs, parce que c'est de moins en moins vrai, c'est sûr. Mais il y a d'autres journaux où ils pouvaient aller, rien ne les empêchait d'aller au Monde, d'aller dans tous ces journaux, les Échos autrefois, etc. Aujourd'hui, moi je pense que non, mais attendez, de toute façon, la phrase est tronquée. Puisque j'ai toujours dit, oui, il y a ça, mais simplement, on s'en va, on démissionne, on se fait virer. On n'est pas obligé de rester. On n'est pas obligé de rester. Le marché est bon pour la nomenclatura, pas bon pour des journalistes non, de classe le moyenne. marché est de moins en moins bon. Il est même de moins en moins bon pour cette nomenclatura qui est complètement, dans ce film, vitrifié. Je pense qu'est-ce qui est important dans la presse ? C'est l'indépendance. C'est ce mot. Et là, d'ailleurs, quand je vois des journalistes qui sont notoirement indépendants, comme Jean-Pierre Elkabbach, Laurent Geoffrin, qui sont traités plus bas que terre, c'est extrêmement choquant. C'est-à-dire que ce dont on a besoin, ce dont souffre le journalisme aujourd'hui, l'image de la presse, c'est qu'elle n'apparaît pas indépendante. Vous aurez le mot de la fin, Dominique Volton, parce qu'on a du temps sur LCP, mais quand même, on arrive au terme de ce débat. Je vous laisse la conclusion. Merci. Là où l'effet de nomenclatura se renforce, par la conjonction de deux autres phénomènes, c'est que, la multiplication des tuyaux, je l'ai dit, n'a pas donné l'occasion d'un élargissement, mais surtout, énormément de journalistes se sont appropriés. Et donc, par conséquent, quand on fait la liste du nombre d'émissions par jour où des journalistes de la nomenclature interviennent, ils interviennent parfois sur 2-3. Donc là, il y a un effet de saturation, de rejet de la part des publics. C'est fondamental. Et quand on en a fini avec les journalistes qui interviennent dans 3-4 médias, on a un certain nombre de people qui sont devenus eux aussi des complémentaires. Et du coup, il y a une espèce de mur, si je puis dire, de la nomenclature qui fait que ce crédit, ce respect qui est indispensable, on ne l'a plus. Donc il y a un vrai problème pour le fonctionnement de la démocratie. Voilà, c'est tout. Mais là, il a oublié le virus du numérique qui attaque tout. C'est-à-dire la télé, la presse, mais je l'ai dit tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure qu'il est une trêve des médias. Je savais que vous seriez intarissable sur ces sujets. Merci quand même beaucoup à tous les trois d'être venus commenter ce documentaire qui vous a fait réagir. Ça, on ne pourra pas nous le reprocher. Les nouveaux chiens de garde. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme toujours, évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau film qui, encore une fois, fera débat. Ciao.
Journalistes de la presse hebdo et personnalités se rassemblent autour de Frédéric Aziza pour lire Entre